Le bébé du millionnaire donnait des coups de pied et de poing à toutes les nounous, mais il a embrassé l'agente d'entretien noire. Et c'est précisément ce baiser qui a tout bouleversé et mis à nu une vérité que l'élite parisienne n'aurait jamais imaginé affronter. Cette femme ne peut pas rester ici. Regardez-la. La voix aiguë de Monique Leclerc a fendu l'air, ses échos se répercutant sur les murs en marbre du hall de l'appartement haussmannien prestigieux. Chaque mot était un missile chargé de mépris. Elle va contaminer mon petit-fils avec je ne sais quoi. Chloé Dubois, 28 ans, se tenait immobile au centre de la pièce, berçant doucement le petit Léo dans ses bras. Le bébé de 18 mois, tristement célèbre pour sa violence envers toutes les nourrices précédentes, dormait paisiblement contre sa poitrine, ses poings qui avaient autrefois frappé maintenant détendus sur son uniforme bleu. Grand-mère a raison, papa. Sandrine Leclerc croisa les bras, ses diamants étincelant sous la lumière des lustres en cristal de baccarat. Tu ne peux pas laisser n'importe qui du service de nettoyage tenir Léo. Nous devons maintenir un certain standing. L'appartement du 8e arrondissement de Paris bourdonnait d'une tension palpable. 5 nounous spécialisés avaient été renvoyés au cours du dernier mois après avoir été frappés, mordus et agressés par le petit Léo. Le garçon rejetait violemment toute tentative de soins, transformant la vie de son père veuf, le magnate de l'immobilier Nicolas Dubois, en un cauchemar quotidien. Mais il y avait Chloé, l'agente d'entretien de nuit, appelée en urgence pendant la journée, tenant cet enfant impossible comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Elle doit avoir un tour de passe-passe sordide, chuchota Monique assez fort pour que tout le monde entende. Ces gens-là ont toujours des méthodes douteuses pour s'occuper des enfants. Chloé sentit chaque mot comme une lame, mais elle resta calme. Élevée dans une cité de banlieue parisienne, fille d'une infirmière et d'un mécanicien, elle connaissait bien ce genre de venin déguisé en préoccupation maternelle. Ses yeux rencontrèrent ceux de Nicolas Dubois, qui observait la scène avec une expression indéchiffrable. « Peut-être que je ferais mieux d'y aller », dit doucement Chloé, commençant à transférer Léo dans son berceau. Le bébé se mit immédiatement à pleurer et tendit ses petits bras vers elle, refusant de lâcher sa chemise. C'était la première fois depuis des mois que Léo montrait de l'affection pour quelqu'un. Impressionnant. Le docteur Stéphane Garnier, le pédiatre de la famille, observait la scène avec fascination. En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu une réaction aussi immédiate et positive. C'est comme s'il reconnaissait quelque chose en elle. Reconnaître quoi? Rétorqua Monique avec dédain. Ce n'est qu'une femme de ménage. Mais Chloé vit quelque chose dans les yeux du docteur Garnier que les autres avaient manqué. Une curiosité scientifique mêlée de respect. Il avait compris ce qu'elle avait toujours su, les enfants ne mentent pas. Ils ressentent l'énergie authentique des gens d'une manière que les adultes corrompus par les préjugés ne peuvent jamais comprendre. Monsieur Dubois, dit calmement Chloé. Puis-je faire une suggestion? Nicolas hocha la tête, intrigué par l'assurance dans sa voix. Laissez-moi rester avec Léo pendant 1 heure. S'il va bien, considérez que le problème ne vient peut-être pas des nounous, mais de la personne qui les choisit. Le silence qui suivit fut assourdissant. Monique blêmit. Sandrine ouvrit la bouche sous le choc, et Nicolas Dubois réalisa qu'il venait d'assister au premier acte d'une pièce bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Tandis que chacun digérait ces paroles lourdes de sens, Chloé conservait cette sérénité qui n'existe que chez ceux qui ont traversé des tempêtes bien pires et ont survécu pour en témoigner. Ses yeux révélaient une force tranquille qui fit comprendre à certains des présents qu'ils avaient gravement sous-estimé cette femme. Si vous vous demandez comment une simple agente d'entretien a eu le courage de défier l'élite parisienne, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi allait changer à jamais la vie de toutes les personnes présentes dans cette pièce. L'heure que Chloé avait proposée se transforma en une bataille de volonté silencieuse. Monique Leclerc ne pouvait accepter que son petit-fils au sang bleu montre de l'affection pour une femme noire de la classe ouvrière, tandis que Sandrine tournait dans la pièce comme un prédateur, cherchant la moindre excuse pour expulser cette intruse de son territoire sacré. « Nicolas, tu ne peux pas sérieusement envisager cela », murmura Monique d'une voix forte, les yeux fixés sur Chloé, qui jouait par terre avec Léo. « Imagine ce que penseront les voisins, ce qu'ils diront au cercle privé parisien. » Chloé fit semblant de ne pas entendre, mais chaque mot était comme du sel sur une plaie qui saignait depuis des années. Depuis son enfance dans une cité de banlieue parisienne, elle avait appris que sa présence dérangeait les gens comme Monique. Sa mère, infirmière de nuit, lui disait toujours « Ma chérie, ils essaieront de te faire croire que tu n'as ta place nulle part. Prouve-leur qu'ils ont tort. »
Et Chloé leur avait prouvé qu'ils avaient tort. Elle avait obtenu une licence en développement de l'enfant avec une bourse complète, travaillait dans des crèches de quartiers huppés où les mères la complimentaient en privé mais ne l'invitaient jamais aux événements sociaux. Lorsque sa mère a développé un diabète, perdant son assurance maladie, Chloé a pris des emplois de nettoyage de nuit pour payer les médicaments coûteux. « Papa, regarde comme Léo est calme », lança Sandrine avec dédain. Elle a dû lui donner quelque chose. Ces gens connaissent des méthodes que nous ignorons. Nicolas Dubois observait la scène avec un malaise croissant. Pour la première fois depuis des mois, son fils jouait normalement, riait, mangeait même la purée que Chloé lui offrait avec une patience infinie. Mais la pression familiale était intense. « Peut-être devrions-nous faire des tests sur le garçon », suggéra Monique, sa voix dégoulinant de venin. « Pour nous assurer qu'il n'a pas été exposé à quelque chose d'inapproprié. » Chloé sentit une colère froide monter dans sa poitrine, mais elle garda son visage calme. À 28 ans, elle avait fait face à des préjugés subtils et explicites dans chaque emploi, chaque entretien, chaque interaction sociale. Elle savait que réagir avec émotion ne ferait que confirmer les stéréotypes qu'il véhiculait. « Monsieur Dubois », dit calmement Chloé, tout en continuant à jouer avec Léo. « Puis-je vous demander combien de nounous spécialisés ont tenté de s'occuper de Léo ces derniers mois ?» 15, répondit Nicolas, surpris par sa propre franchise. Toutes avec d'excellentes références et des formations en pédagogie. Et quel était le profil de ces nounous? Continua Chloé, sa voix douce mais chargée d'intention. Nicolas hésita. Monique et Sandrine échangèrent des regards nerveux, réalisant où la conversation menait. Eh bien, elles étaient toutes. Nicolas s'arrêta, réalisant le piège. Blanche, riche, de la même classe sociale que vous, termina Chloé, se levant avec Léo dans les bras. Intéressant de voir comment un enfant de 18 mois peut distinguer l'authenticité de la prétention, ne trouvez-vous pas? Le silence qui suivit fut assourdissant. Sandrine ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois. Monique rougit d'indignation et le docteur Garnier observait Chloé avec une admiration croissante. « Comment osez-vous » commença Monique, mais elle fut interrompue par le téléphone de Nicolas. « Excusez-moi, je dois prendre cet appel. » C'est le bureau. Nicolas quitta la pièce, laissant les femmes dans une tension palpable. Monique profita de l'absence de son fils pour attaquer. « Écoutez-moi bien, vous. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais je connais très bien les gens comme vous. Vous voyez une famille riche et vous pensez pouvoir en profiter. Les gens comme moi ?» répéta Chloé, sa voix dangereusement calme. Ne jouez pas l'innocente. Ambitieuse, manipulatrice, toujours à la recherche d'un moyen de gravir les échelons aux dépens des autres. Sandrine se joignit à l'attaque. Vous êtes probablement déjà en train de planifier comment séduire Nicolas pour vous assurer une vie facile. Chloé sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, mais qui portait des années d'expérience à traiter avec des gens exactement comme elle. Vous savez, vous avez raison sur une chose, dit-elle doucement, en berçant Léo qui commençait à s'endormir. Je suis ambitieuse. Très ambitieuse. Mais pas de la manière que vous imaginez. À ce moment, Nicolas revint, remarquant la tension dans l'air. Quelque chose s'est passé? Nous faisions juste plus ample connaissance avec notre invité, sourit faussement Monique. Chloé regarda directement Nicolas. Monsieur Dubois. Léo s'est endormi dans mes bras. Pour la première fois depuis des semaines, selon le docteur Garnier. Puis-je faire une suggestion? Nicolas hocha la tête, intrigué. Engagez-moi comme nounou temporaire. 1 semaine. Si Léo ne s'adapte pas complètement, je partirai sans faire de vagues. Mais s'il s'adapte, elle fit une pause, ses yeux rencontrant ceux de Monique, il sera peut-être temps de se demander pourquoi 15 femmes qualifiées ont échoué là où une simple agente d'entretien a réussi. La provocation était claire, intelligente et impossible à ignorer. Monique blêmit, réalisant qu'elle avait gravement sous-estimé cette femme. Sandrine se mordit la lèvre, sentant le contrôle de la situation lui échapper. Le docteur Garnier rompit le silence. Monsieur Dubois. D'un point de vue médical, le bien-être de Léo doit être la priorité. Et en 20 ans d'expérience, je n'ai jamais vu une réponse aussi positive et immédiate. Nicolas regarda son fils dormir paisiblement dans les bras de Chloé, puis les visages de Monique et Sandrine, masquant leur désarroi.
Pour la première fois depuis des mois, il sentit qu'il y avait de l'espoir. Une semaine, dit-il finalement, mais avec quelques conditions. Monique et Sandrine échangèrent des regards paniqués. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que Chloé avait passé les 4 derniers mois à observer cette famille pendant ses quarts de nuit, étudiant leur dynamique, apprenant leurs secrets et, surtout, réalisant que derrière toute cette richesse et cette arrogance, il y avait un profond dysfonctionnement qu'elle était plus que préparée à affronter. Alors que les deux femmes essayaient de comprendre comment une simple agente d'entretien avait réussi à renverser la situation en quelques heures, Chloé maintenait la sérénité de ceux qui savent exactement quel sera le prochain coup, et tous ceux qui suivront. La première semaine de Chloé en tant que nounou temporaire fut une masterclass de guerre psychologique déguisée en courtoisie. Monique et Sandrine avaient décidé de lui faire vivre un enfer avec 1000 petites coupures, chacune soigneusement calculée pour paraître accidentelle ou justifiable. Oh, quel dommage! J'ai oublié de mentionner que Léo est allergique aux arachides, commenta nonchalamment Sandrine le 3e jour, après que Chloé eut déjà préparé le goûter. Heureusement que je l'ai remarqué avant qu'il ne le mange. Imaginez si quelque chose s'était produit. Chloé sourit sereinement en essuyant la table. Quelle chance! Je vais noter toutes ces allergies. D'ailleurs, d'après ce que j'ai vu dans le carnet de santé de l'enfant, il n'est allergique qu'aux fruits de mer. Ai-je mal lu? Le silence qui suivit fut délicieux. Sandrine ne s'attendait pas à ce qu'une simple agente d'entretien sache lire un carnet de santé ou qu'elle ait réalisé que l'information sur les arachides était un mensonge flagrant. Mais Chloé en savait bien plus qu'elle ne l'imaginait. Pendant 4 mois de quart de nuit, elle avait observé, écouté et appris. Elle savait que Monique prenait des antidépresseurs dans le dos de Nicolas, que Sandrine était secrètement endettée jusqu'au cou à cause de sa dépendance aux jeux en ligne, que Nicolas avait hérité de l'entreprise mais que Monique contrôlait 40% des parts via une fiducie qu'elle manipulait comme une arme émotionnelle. Plus important encore, elle savait que toutes deux étaient désespérées de maintenir Léo isolé des influences inappropriées, car elles avaient des plans très spécifiques pour l'avenir de l'enfant et l'argent de la famille. Le docteur Garnier a appelé aujourd'hui, annonça Monique au dîner, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Il veut vous parler de certains protocoles spéciaux pour les enfants traumatisés. Nicolas parut surpris. Traumatisé. Léo n'a jamais été aussi bien. Eh bien, tu sais comment c'est, intervint Sandrine. Les jeunes enfants peuvent développer des dépendances inappropriées lorsqu'ils sont exposés à des soignants qui utilisent des méthodes non conventionnelles. Chloé continuait de couper des légumes pour Léo, mais ses oreilles se dressèrent. Elle connaissait le docteur Garnier depuis 3 semaines maintenant, et le médecin n'avait été que professionnel et respectueux. Cette conversation sentait le coup monter. Monsieur Dubois, dit calmement Chloé, puis-je suggérer que nous enregistrions cette conversation avec le docteur Garnier à des fins de documentation médicale? Bien sûr, je veux être certaine de bien comprendre tous les protocoles spéciaux. Monique blêmit. Enregistrer? C'est inutile. En fait, c'est une excellente idée, acquiesça Nicolas. La documentation est toujours importante quand il s'agit de la santé de Léo. Cette nuit-là, après que tout le monde soit allé se coucher, Chloé passa un appel qu'elle planifiait depuis des jours. Professeur Moreau, c'est Chloé, votre ancienne étudiante du cours de développement de l'enfant. J'ai besoin d'une faveur. Non, plutôt, j'ai besoin de votre expertise professionnelle. Le professeur Philippe Moreau avait été son professeur et mentor à l'université, un homme noir de 55 ans qui avait gagné le respect académique après des décennies à affronter les mêmes préjugés que Chloé connaissait bien. Il était maintenant consultant indépendant dans les affaires de garde d'enfants pour les tribunaux. Chloé, ça me fait plaisir d'entendre ta voix. Comment vas-tu? J'ai entendu dire que tu travaillais comme nounou. C'est plus compliqué que ça, professeur. Je suis dans une situation où une famille riche essaie de me saboter professionnellement, et je soupçonne qu'ils sont prêts à utiliser un enfant innocent comme une arme. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend à la fois la psychologie de l'enfant et la manipulation familiale. Raconte-moi tout. Pendant 40 minutes, Chloé expliqua chaque détail. Les mensonges de Sandrine sur les allergies, les insinuations empoisonnées de Monique, la soudaine préoccupation pour les protocoles spéciaux et, surtout, sa suspicion que toutes deux essayaient de créer un récit selon lequel elle était inadéquate ou dangereuse. Chloé, tu as affaire à quelque chose de très sérieux. Ce schéma de comportement suggère qu'elle construise un dossier pour t'éloigner de l'enfant. Pire,
elle pourrait essayer de remettre en question les compétences parentales de Nicolas également. Comment ça? Si elles peuvent prouver que Nicolas a pris une décision irresponsable en t'engageant, cela pourrait être utilisé contre lui dans de futurs litiges familiaux. Monique, en tant que grand-mère, pourrait prétendre qu'il n'est pas apte à prendre des décisions concernant le bien-être de l'enfant. Chloé sentit un frisson lui parcourir l'échine. Professeur, j'ai besoin de votre aide pour tout documenter correctement, et j'ai besoin d'un deuxième avis médical indépendant sur Léo. Je peux être là demain. Mais Chloé, si mes soupçons sont corrects, tu ne te bats pas seulement pour ton emploi. Tu te bats pour l'avenir de cet enfant. Le lendemain matin, le docteur Garnier arriva pour la discussion sur le protocole, accompagné de Monique et Sandrine, qui insistèrent pour être présentes. Nicolas était au bureau, et Chloé avait proposé d'emmener Léo au parc. Mademoiselle Dubois, commença le docteur Garnier, clairement mal à l'aise. J'ai reçu quelques inquiétudes concernant des méthodes non traditionnelles utilisées avec Léo. Quel genre d'inquiétude? Demanda Chloé, activant discrètement l'enregistreur de son téléphone portable. Monique se pencha en avant. Eh bien, docteur, nous avons remarqué que Léo a développé une dépendance très intense envers Chloé. Cela pourrait-il être un signe de manipulation émotionnelle? Manipulation émotionnelle? Le docteur Garnier fronça les sourcils. Madame Leclerc, Léo démontre le premier lien sain qu'il a eu depuis la mort de sa mère. C'est extrêmement positif. Sandrine tenta une approche différente. Mais docteur, les gens de son milieu utilisent parfois des techniques que nous ne comprenons pas. Peut-être devrions-nous enquêter davantage. Le docteur Garnier était visiblement mal à l'aise. Madame Leclerc, puis-je vous demander à quelle technique vous faites référence exactement? Le silence qui suivit fut révélateur. Sandrine et Monique échangèrent des regards nerveux, réalisant qu'elles s'étaient trop exposées. Eh bien, tenta de se reprendre Monique, nous voulons juste nous assurer que Léo reçoit des soins appropriés pour un enfant de son rang social. C'est alors que le docteur Garnier comprit enfin ce qui se passait. Ses yeux rencontrèrent ceux de Chloé, et elle y vit un mélange de colère et de détermination qui la rassura. Mesdames, dit-il froidement. En 20 ans de pratique médicale, je n'ai jamais vu un enfant répondre aussi positivement à un soignant. Chloé a une formation en développement de l'enfant, ce que, franchement, aucune des nounous précédentes n'avait. S'il y a de réelles inquiétudes concernant le bien-être de Léo, je vous suggère de documenter ces inquiétudes spécifiquement par écrit avec des preuves concrètes. Monique rougit. Docteur, vous ne comprenez pas la situation sociale. Je comprends parfaitement la situation, l'interrompit le docteur Garnier. Et en tant que médecin de Léo, ma recommandation officielle est que Chloé continue d'être son principal soignant. En fait, je vais documenter cela dans le dossier médical de l'enfant. Après son départ, Monique et Sandrine restèrent silencieuses. Chloé continua de jouer avec Léo comme si de rien n'était. Mais intérieurement, elle sentait la première victoire dans une guerre qui ne faisait que commencer. Cette nuit-là, elle reçut un message du professeur Moreau. Je suis arrivé en ville. J'ai besoin de te montrer certaines choses que j'ai découvertes sur la famille Dubois. Des informations qui ont tout changé. En regardant Léo dormir paisiblement, Chloé sourit. Pendant 4 mois de quart de nuit, elle avait collecté bien plus que de la poussière sur les meubles. Elle avait collecté des secrets. Et maintenant, avec de puissants alliés à ses côtés, elle était prête à montrer à Monique et Sandrine qu'elles avaient choisi la mauvaise adversaire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la vraie bataille n'avait même pas encore commencé, et que Chloé s'était préparée pendant des mois à une guerre dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. La rencontre que le professeur Moreau avait arrangée avec Chloé changea complètement le cours de la guerre silencieuse qui se déroulait dans l'appartement haussmannien. Assis dans un café discret d'un quartier populaire de Lyon, il ouvrit un dossier rempli de documents qui feraient regretter à Monique et Sandrine chaque parole empoisonnée qu'elle lui avait adressée. Chloé, ce que j'ai découvert sur la famille Dubois va bien au-delà des préjugés. Le professeur Moreau fit glisser des photographies et des documents sur la table. Monique Leclerc n'est pas seulement une belle-mère contrôlante. Elle manipule systématiquement la situation juridique de Nicolas pour prendre le contrôle total de l'héritage de Léo. Les preuves étaient dévastatrices. Monique avait engagé des détectives privés pour documenter chaque décision inappropriée de Nicolas en tant que père,
construisant un dossier pour contester sa compétence parentale. Sandrine, pendant ce temps, travaillait secrètement avec des avocats pour établir une fiducie qu'elle contrôlerait au nom de Léo, volant ainsi l'héritage de l'enfant. Regardez ça. Le professeur Moreau montra une série de mets imprimés. Monique a correspondu avec des psychologues pour enfants, essayant d'en trouver un qui diagnostiquerait à Léo un trouble qui justifierait de le retirer à Nicolas. Et Sandrine, eh bien, elle est bien pire que nous l'imaginions. Des relevés bancaires montraient que Sandrine avait détourné près de 200 000 € de comptes familiaux communs pour couvrir ses dettes de jeux en ligne. Pire encore, elle utilisait le nom de Léo comme garantie pour des prêts dont Nicolas ne savait rien. Professeur, c'est criminel. Exactement. Et il y a plus. Il montra des photographies de Sandrine entrant dans des cercles de jeux clandestins en banlieue parisienne. Elle doit près d'1 demi-million à des usuriers. Elle est désespérée. Chloé sentit toutes les pièces se mettre en place. C'est pour ça qu'elles veulent m'écarter. Ce n'est pas seulement du préjugé. Je suis une menace pour leur plan. Si Nicolas se rend compte que Léo s'épanouit sous ma garde, il ne remettra jamais en question sa propre compétence en tant que père. Exactement. Et il y a une réunion de famille prévue demain où elle prévoit de présenter un rapport psychologique sur Léo et de recommander que Nicolas accepte de l'aide pour mieux gérer les finances et les décisions concernant l'enfant. Cette nuit-là, Chloé travailla jusqu'à l'aube. Mais elle ne nettoyait pas. Elle organisait la vengeance la plus méticuleuse que Monique et Sandrine pourraient jamais imaginer. Pendant 4 mois de travail de nuit, elle avait collecté bien plus que de la poussière. Il y avait des photographies de Monique prenant des antidépresseurs qu'elle cachait à Nicolas tout en jugeant les autres pour leur instabilité émotionnelle, des enregistrements de conversations téléphoniques où Sandrine mentait sur ses dettes et, surtout, des preuves que tous deux avaient tenté de saboter délibérément la relation de Léo avec les nounous précédentes. Docteur Garnier, appela Chloé le lendemain matin. J'ai besoin que vous veniez à la réunion de famille aujourd'hui. En tant que médecin de Léo, vous avez le droit légal d'être présent lorsqu'il discute de son bien-être. Bien sûr, mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Monique et Sandrine vont découvrir qu'elles ont gravement sous-estimé la mauvaise femme. La réunion était prévue à 15 h au cabinet d'avocats parisien de la famille. Nicolas arriva nerveux, ne comprenant pas pourquoi sa mère avait insisté sur une réunion aussi formelle. Monique et Sandrine entrèrent rayonnantes, portant des dossiers organisés avec leurs preuves contre Nicolas et leurs inquiétudes concernant Chloé. Nicolas, mon chéri, commença Monique de sa voix mielleuse. Nous sommes préoccupés par certaines décisions que tu as prises dernièrement, notamment en ce qui concerne la garde de Léo. Sandrine ouvrit son dossier. Nous avons engagé le docteur Bertrand, un psychologue pour enfants renommé, pour évaluer la situation. Il a quelques recommandations importantes sur les changements nécessaires. Le docteur Jean-Pierre Bertrand, un homme de 60 ans avec des lunettes à monture dorée, s'éclaircit la gorge. Monsieur Dubois. D'après les rapports de la famille, je crois que Léo développe des attachements inappropriés qui pourraient nuire à son développement social futur. Des attachements inappropriés? Fronça les sourcils Nicolas. À des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs culturelles et sociales que la famille, continua le docteur Bertrand, évitant de dire directement qu'il faisait référence à Chloé. Je recommande un changement immédiat de soignant ainsi qu'une évaluation de votre capacité de prise de décision en tant que parent célibataire. Le silence qui suivit fut rompu par un coup à la porte. Le docteur Garnier entra, suivi du professeur Moreau et, au choc de tous, de Chloé. Désolé d'interrompre, dit froidement le docteur Garnier. Mais en tant que médecin traitant de Léo, je crois que vous êtes sur le point de commettre une terrible erreur. Monique blêmit. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Chloé ouvrit son propre dossier, bien plus épais que celui de Sandrine. Ça veut dire que pendant 4 mois de travail dans cette maison, j'ai collecté suffisamment de preuves pour vous enterrer toutes les deux, légalement, financièrement et socialement. Le professeur Moreau se présenta formellement. Je suis le docteur Philippe Moreau, consultant dans les affaires de garde d'enfants pour le tribunal des affaires familiales de Paris. Et après avoir examiné les preuves collectées par mademoiselle Dubois, je peux dire que nous avons affaire à un cas clair de manipulation familiale et de détournement de fonds. Sandrine se mit à transpirer visiblement. Des preuves? Quelles preuves? Chloé sourit.
Ce sourire serein que Monique et Sandrine avaient déjà vu, mais dont elles comprenaient enfin la véritable signification. Eh bien, commençons par vos emails, Monique. Chloé plaça des impressions sur la table. Spécifiquement, vos tentatives de soudoyer le docteur. Bertrand pour fournir un faux diagnostic sur Léo. Le docteur. Bertrand rougit. C'est un malentendu. Non, ce n'en est pas un, l'interrompit le professeur Moreau. Nous avons des enregistrements téléphoniques où vous discutez de la modification de votre rapport en échange de dons à votre clinique privée. Monique tenta de se lever, mais Chloé continua sans relâche. Et Sandrine, pensiez-vous vraiment que je ne remarquerais pas les relevés bancaires que vous avez laissés sur le bureau pendant mes nettoyages nocturnes? Nicolas regarda son ex-belle-sœur avec choc. Sandrine, quel relevé? Chloé fit glisser des documents sur la table. Des prêts de 80 000 € utilisant Léo comme garantie. Des virements non autorisés depuis des comptes familiaux. Et mes préférés, elle fit une pause dramatique, des photographies de vous entrant dans des établissements de jeux illégaux en banlieue. Le silence dans la pièce était assourdissant. Sandrine était pâle comme un fantôme. Monique tremblait visiblement, et le docteur. Bertrand essayait discrètement de quitter la pièce. Mais la meilleure partie, continua Chloé, ce sont les enregistrements de vous deux complotant pour me saboter, y compris la tentative de Sandrine de placer de la cocaïne dans mon sac la semaine dernière. De la cocaïne? Explosa Nicolas. Sandrine, tu es folle? Le professeur Moreau prit un enregistreur numérique. Monsieur Dubois, souhaitez-vous entendre exactement ce que votre mère et votre belle-sœur ont dit sur Chloé et vous au cours des derniers mois? Pendant les 20 minutes suivantes, la pièce fut remplie des voix de Monique et Sandrine distillant des préjugés, planifiant des sabotages et discutant de la manière de manipuler Nicolas pour prendre le contrôle de son héritage. Chaque mot était un coup de poignard à la dignité qu'elles essayaient de maintenir. Mon Dieu, murmura Nicolas, le visage dans ses mains. Je vous faisais confiance. Monique tenta une dernière défense désespérée. Nicolas, tu ne comprends pas. Cette femme a tout planifié. Elle nous a manipulés. Chloé se leva calmement. Vous avez raison sur une chose. J'ai tout planifié. Mais pas pour nuire à Nicolas ou à Léo, mais pour les protéger de vous. Elle se tourna vers Nicolas. Monsieur Dubois, pendant 4 mois, j'ai vu votre mère et votre belle-sœur essayer systématiquement de saper votre confiance en tant que père. J'ai vu comment elles rejetaient toute nounou qui se connectait vraiment avec Léo, parce que cela prouverait que le problème n'était pas lui, mais l'environnement toxique qu'elles avaient créé. Le docteur Garnier prit la parole. Nicolas, d'un point de vue médical, Chloé a raison. Léo n'a aucun trouble du comportement. Il réagissait au stress émotionnel causé par la manipulation constante dont il était témoin. Le professeur Moreau plaça un dernier document sur la table. Et légalement, vous deux avez commis des crimes graves. Détournement de fonds, tentative de fraude, corruption et complot visant à nuire au bien-être d'un enfant. Sandrine s'effondra sur une chaise, en pleurant. Monique, réalisant qu'elle avait tout perdu, tenta une dernière attaque venimeuse. Vous pensez avoir gagné quelque chose? Une fille des cités et un professeur contre l'élite parisienne. Ça ne se terminera pas comme ça. Chloé sourit à nouveau, sortant son téléphone portable de sa poche. Vous savez, Monique, pendant notre conversation ici, j'ai tout diffusé en direct sur le compte Instagram de Justice Sociale Paris. Nous avons plus de 50 000 personnes qui regardent en ce moment, y compris des journalistes de 3 grandes chaînes de télévision. Le visage de Monique se transforma en pure horreur. Vous n'avez pas fait ça. Si, je l'ai fait. Et savez-vous quel a été le commentaire le plus aimé jusqu'à présent? Des riches racistes enfin démasqués pour ce qu'ils sont vraiment. À ce moment, la pièce se remplit du son des notifications de téléphone portable. Le scandale explosait sur les réseaux sociaux en temps réel. En quelques heures, Monique Leclerc et Sandrine Leclerc devinrent des symboles nationaux du privilège, du préjugé et de la corruption familiale. Nicolas regarda Chloé avec un mélange de choc et d'admiration. Vous avez documenté tout ça pour me protéger? Pour protéger Léo, corrigea Chloé. Les enfants méritent de grandir dans des environnements exempts de manipulation et de haine. Et vous méritez de connaître la vérité sur les personnes en qui vous aviez confiance.
Alors que Monique et Sandrine quittaient la pièce, dévastées, faisant face au flash des paparazzi qui se pressaient déjà à l'entrée de l'immeuble, Chloé resta sereine. En quelques heures, elle avait transformé 2 femmes puissantes en parias sociaux, n'utilisant que la vérité et l'intelligence qu'elles avaient sous-estimées. Mais la vraie révolution ne faisait que commencer. Parce que ce que personne dans la pièce ne savait, c'est que Chloé avait préparé un dernier coup. Un coup qui transformerait sa victoire personnelle en un changement systémique qui affecterait des familles comme celle de Léo pour les générations à venir. 6 mois plus tard, le scandale avait complètement détruit Monique et Sandrine. Monique perdit tous ses postes dans les conseils d'administration de charité de l'élite et fut expulsée du cercle exclusif où elle avait régné pendant des décennies. Sandrine, poursuivie pour détournement de fonds, fit faillite et purgeait une peine d'assignation à résidence. Nicolas avait promu Chloé de nounou à directrice éducative de Léo, avec un salaire à 6 chiffres et une participation aux bénéfices de l'entreprise. Elle utilisa sa nouvelle position pour créer un programme national de bourse pour les mères célibataires souhaitant étudier le développement de l'enfant. Léo, maintenant âgé de 2 ans et demi, courait dans la maison en parlant parfaitement. Son développement émotionnel et intellectuel surprenait tous les experts. Chloé transforma son expérience en une plateforme numérique qui a aidé des milliers de travailleuses à documenter la discrimination sur leur lieu de travail. Ses conférences sur la vengeance intelligente remplissaient les amphithéâtres universitaires. Le docteur Garnier devint consultant pour le programme antidiscrimination que Chloé avait créé, et le professeur Moreau fut embauché comme directeur de la diversité dans l'entreprise de Nicolas. Monique, isolée et amère, regardait de loin comment la simple agente d'entretien qu'elle avait tenté de détruire était devenue l'une des voix les plus respectées de la justice sociale à Paris. La vraie vengeance de Chloé n'était pas seulement d'exposer les préjugés. C'était de prouver que l'intelligence et la dignité l'emportaient toujours sur l'arrogance et le privilège. Elle avait transformé sa douleur en objectif, son humiliation en pouvoir. Léo grandit dans un foyer rempli d'amour véritable, libre des poisons qui avaient failli l'empoisonner. Nicolas apprit que le vrai privilège est de reconnaître le talent là où d'autres ne voient que des préjugés. La leçon était claire, ceux qui sous-estiment la force d'une femme déterminée ne connaissent pas le pouvoir dévastateur de la justice servie avec intelligence. Si cette histoire de dépassement de soi a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui prouvent que la meilleure vengeance est un succès que vos ennemis n'auraient jamais pu imaginer.